J'ai proposé, en écho avec le thème qui est celui de vos rencontres, la société contre l'État, donc plus généralement les rapports entre la société et l'État, de travailler ou de vous donner quelques éléments autour de ce qui me semble être une notion qui réunit société et État plutôt qu'elle ne les oppose, qui est la notion de sécurité, et de voir en quelle mesure ou dans quelle mesure l'impératif sécuritaire, ce que je propose d'appeler, j'essaierai de le développer, l'évidence sécuritaire, tente à rabattre la société sur l'État, à étatiser la société, à étatiser nos vies d'une manière qui est démocratiquement problématique. Alors je partirai d'une formulation qu'on trouve dans le très beau livre de Stefan Zweig qui s'appelle « Le monde d'hier », livre qui est écrit dans les années 30, mais dans lequel il revient, en quelque sorte, biographiquement, autobiographiquement, sur sa propre jeunesse, et où il évoque le monde d'avant la Première Guerre mondiale sous la formule « monde de la sécurité ». Il appelle monde de la sécurité, donc, ce monde de la belle époque, qui est peut-être idéalisé, mais où il nous rappelle que avant la Première Guerre mondiale, donc, qui évidemment s'est déclenchée d'abord en Europe, il appelle monde de la sécurité un monde dans lequel il était possible, chose qui évidemment nous apparaîtrait aujourd'hui comme insensée, de voyager sans aucun papier d'identité, de traverser les frontières, explique-t-il, sans même s'en apercevoir, et un monde où les administrations, l'État en conséquence, n'avaient pas alors le souhait du contrôle, et qui, quand bien même ces États étaient déjà, car ça ce n'est évidemment pas une nouveauté, sourcilleux de leurs frontières, ils se défiaient avant toute chose, explique Stefan Zweig, des autres États, des autres puissances, mais pas encore des individus. Autrement dit, la sécurité était ici le sentiment d'une certaine forme d'apaisement, trompeur évidemment, puisque nous étions à la veille de la Première Guerre mondiale, mais elle faisait monde, puisqu'elle se fondait sur l'oubli des peurs, donc certainement aussi sur l'oubli d'elle-même, sur l'oubli de la sécurité. 2 guerres mondiales plus tard, et aujourd'hui avec le spectre d'une éventuelle 3e guerre mondiale, évidemment, ce sentiment nous a largement quittés. Évidemment, ces guerres, en particulier la seconde, mais déjà la première, se sont caractérisées par des massacres, par l'établissement de nouvelles frontières, qui ont fait disparaître ce monde où il semblait possible de se mouvoir sans rendre compte de sa propre identité. L'oubli des peurs, et précisément aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, l'oubli des peurs est aujourd'hui très largement et très généralement rangé au rayon des naïvetés d'une époque avec laquelle nous aurions définitivement rompu et qui, pour nous, évidemment, nous ne sommes plus dans la même situation que Stefan Zweig, mais l'avant-guerre de Stefan Zweig correspondrait peut-être à notre propre après-guerre, c'est-à-dire à ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses qui étaient aussi, bien que marquées par la guerre froide, un sentiment européen, du moins, marqué par un sentiment européen de sécurité. Alors il est vrai que nous ne vivons plus du tout dans le monde de Stefan Zweig, que les conditions du voyage en particulier se sont considérablement modifiées. À l'époque de Stefan Zweig, le franchissement des frontières était l'apanage des bourgeois cultivés, dont il faisait d'ailleurs partie. C'était l'époque, je crois que vous aurez l'occasion d'en reparler au cours de ce week-end, du cosmopolitisme, c'est-à-dire au fond d'un sentiment d'une abrogation des frontières heureuses, mais évidemment aux bénéficiaires uniquement pour des privilégiés. Il est aujourd'hui devenu beaucoup plus quotidien à des hommes d'affaires de franchir les frontières, à des touristes aussi, et surtout à de nombreux migrants déracinés et auxquels, évidemment, la question de leur identité ou du potentiel d'insécurité qu'ils représentent est sans cesse posée comme un ultimatum. Donc, sur bien des points, le monde de la sécurité dont parlait Stefan Zweig a disparu, c'est-à-dire un monde où régnait une forme de sécurité au sens d'une certaine forme d'apaisement dans les rapports que nous entretenions les uns avec les autres. Et ce monde a disparu pour laisser place à une autre forme d'évidence sécuritaire, non plus le fait de sentir ou de ressentir que nous étions dans un monde dans lequel l'abolition des frontières pouvait être une promesse heureuse, mais un monde sécuritaire, c'est-à-dire un monde où l'impératif de sécurité est devenu un impératif aujourd'hui catégorique.
on serait passé, dans le vocabulaire que je vous propose, d'une banalité sécuritaire à une autre, c'est-à-dire d'un monde dont la sécurité était l'élément, à un monde dont la sécurité est devenue l'objectif ou l'impératif. Et c'est cet élément, cette évolution, sur laquelle je voudrais m'interroger avec vous. Est-ce que la sécurité constitue ou pas un élément sur lequel on puisse reconfigurer l'ensemble de nos pensées ou l'ensemble de nos exigences politiques ? Évidemment, dans le contexte où je parle, la sécurité apparaît comme un élément, on a encore entendu hier le président en parler, le président de la République en parler, comme un élément autour duquel on peut refaire corps, refaire État, réarmer, comme on le dit aujourd'hui beaucoup, la société. Je voudrais m'interroger sur la nécessité qu'il y a à réfléchir sur le fait que la sécurité peut encore ou pas faire un monde en ce sens. Alors, je partirai pour cela d'un point de vue cette fois-ci plus philosophique, d'une citation d'un philosophe qu'on considère comme le philosophe de l'État par excellence, c'est-à-dire Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle. Dans les principes de la philosophie du droit, Hegel parle justement à un moment de la sécurité, il en parle assez peu, comme de l'élément dans lequel on peut constituer un État républicain, ou en tout cas un État fondé sur la liberté. Et il prend, ce qui est rare chez lui, c'est un philosophe spéculatif, extrêmement difficile à lire, il prend pour une fois un aspect descriptif, expliquant ce que, au fond, désigne à ses yeux, ce que devrait désigner la sécurité dans un État politique bien réglé. Je le cite, « Lorsque quelqu'un marche dans la rue en pleine nuit sans danger, il ne lui vient pas à l'esprit qu'il pourrait en être autrement. Car l'habitude d'être en sécurité est devenue pour nous une seconde nature, et l'on ne se rend pas compte que cette sécurité est uniquement le résultat d'institutions particulières. » Ce que Hegel ici nous explique, c'est que le sentiment d'insécurité n'est pas le vecteur du lien politique, contrairement à ce que d'autres auteurs, je ne vais pas évidemment ici faire un cours d'histoire de la philosophie, mais on pourrait penser à Hobbes, le sentiment d'insécurité n'est pas la raison pour laquelle nous avons besoin d'institutions. L'État n'est pas d'abord là et fondamentalement là pour garantir uniquement la sécurité des individus. Hegel a une conception plus haute du destin de l'État et de la politique. L'exemple qu'il prend, c'est-à-dire celui du promeneur qui, la nuit, se promène, ce qui peut-être est une expérience qui est devenue aujourd'hui, j'y reviendrai, plus rare, mais qui se promène en tout sentiment de sécurité, qui n'est peut-être pas aussi rare d'ailleurs que ce que certains médias voudraient nous faire croire, ce sentiment de sécurité, eh bien cette expérience, nous explique Hegel, elle est politique, c'est-à-dire que effectivement, la sécurité dans laquelle nous pouvons nous mouvoir la nuit dans des villes, par hypothèse, il écrit au XIXe siècle, nous sommes déjà dans un espace, disons, assez urbain, je dirais, ce sentiment est politique au sens où il est garanti par des institutions. Et évidemment, au cœur de ces institutions, il y a, vous en parlerez je crois tout à l'heure, la police et la justice. C'est un sentiment donc qui n'est pas naturel, il est institutionnel. La sécurité constitue bien, de ce point de vue-là, un gain politique, une manière d'organiser notre expérience. Mais ce qui est important dans la citation de Hegel que j'ai lue à l'instant, c'est que ce sentiment de sécurité, nous devons oublier qu'il est politique. Il faut que cela nous semble une seconde nature, dit-il, au fond. Il faut oublier que nous devons à l'État, que nous devons à des institutions, que nous devons à une police et à une justice, le fait d'être en sécurité. Pourquoi devons-nous l'oublier, dans le meilleur des cas, idéalement? Précisément pour nous souvenir, l'oubli est souvent la condition d'un souvenir, pour nous souvenir que la vie politique, le rapport politique que nous entretenons les uns avec les autres, ne se réduit pas à ce sentiment de sécurité. C'est finalement la sécurité doit devenir en quelque sorte une condition minimale du lien politique, mais il faut l'oublier aussitôt, dans le meilleur des cas, je le répète, elle doit devenir une sorte d'habitude, une seconde nature, au point que nous puissions élaborer de manière commune d'autres enjeux, d'autres objectifs politiques communs. Ce qui est intéressant dans cet exemple, je trouve, de Hegel, qui est un exemple donc d'une très grande banalité, c'est la banalité de la sécurité, c'est le monde de la sécurité qu'évoquait Stefan Zweig en un sens, c'est qu'il y a un exemple là, celui d'une promenade nocturne, d'une très grande normalité, d'une très grande banalité. Et ce que Hegel suggère donc par là même, c'est qu'il n'y a que dans les situations d'exception,
situations qui ne sont précisément pas banales, que sont par exemple la guerre, ou que serait, je vais y revenir dans un instant, le terrorisme. Il n'y a que dans des situations d'exception que les hommes, les individus, que nous prenons conscience du fait, subitement, que rien n'est donné, rien n'est naturel, rien n'est évident dans la sécurité avec laquelle nous vivons. Autrement dit, les situations d'exception, guerre, ou alors émeute urbaine, ou alors terrorisme, les situations d'exception nous rappellent qu'effectivement, et c'est je crois ce qu'on peut accorder à ce concept de sécurité, la sécurité est une garantie politique, une conquête, et non pas un état de fait. Mais la question fondamentale, et je crois qu'elle se pose aujourd'hui à nous de manière peut-être aussi urgente qu'elle pouvait se poser à Hegel, est de savoir s'il faut penser la politique, et particulièrement, alors là on sortirait de Hegel, la démocratie, sur la base de l'exception ou sur la base de la normalité. Chez les défenseurs des politiques sécuritaires, mais aussi chez certains de leurs critiques ou de leurs adversaires, il faudrait admettre qu'en réalité, c'est l'état d'exception qui doit être pensé comme norme du politique. Paradoxalement, pour savoir ce que signifie faire société ou faire État, je ne distingue pas pour l'instant, pour définir ce que cela signifie, il faudrait partir des expériences extrêmes qui sont celles d'extrême violence dans lesquelles le présent, évidemment, nous fournit, hélas, beaucoup trop d'exemples, duquel il nous fournit, beaucoup trop d'exemples. Néanmoins, je prendrai un point de vue peut-être iréniste, peut-être naïvement pacifiste, peut-être boomer, malgré mon âge, qui est intercalaire entre les deux générations ici représentées. Malgré cela, je prendrai une position boomer toutefois, c'est-à-dire de penser que c'est dans les conditions normales, les conditions, je dirais, d'une édification d'un État démocratique qu'il faut envisager l'expérience politique elle-même. C'est-à-dire, je voudrais militer dans cet exposé, militer philosophiquement, pour ce que dit Hegel, c'est-à-dire que la sécurité doit être à la fois garantie, ça va de soi, mais presque aussitôt oubliée, comme une condition du politique et en aucun cas comme sa finalité ultime. Évidemment, pour défendre cette thèse, il faut comprendre pourquoi la sécurité nous est aujourd'hui et le plus souvent présentée comme non seulement le point de départ d'une réflexion politique ou d'ailleurs d'un engagement politique, mais parfois de plus en plus souvent comme sa finalité. L'une de ces raisons, me semble-t-il, c'est que, et ça on pourrait le vérifier aussi d'un point de vue de l'histoire de la philosophie, la sécurité ne s'impose comme un impératif politique ou comme une finalité d'ailleurs plutôt politique que dans les périodes où la politique ne fait pas l'objet d'un investissement d'émancipation ou d'espérance extrêmement grand. C'est un idéal qui vient après la fête, ou un idéal qu'on dirait de manière peut-être plus chic, post-festum, après le moment où, au fond, peut-être dégrisé par un certain nombre de déceptions politiques, nous nous posons la question de savoir pourquoi nous faisons encore société, ou, pour reprendre cette formule qui vire parfois au slogan publicitaire, pourquoi nous vivons ensemble, pourquoi le vivre ensemble. Et effectivement, la sécurité ne s'est imposée à nous depuis, je pense, une trentaine d'années aujourd'hui, comme un thème politique central. Quand je dis nous, je veux dire aux démocraties fragilisées occidentales, comme un idéal absolu que dans un moment où la politique, la promesse politique d'émancipation, de justice sociale et d'égalité avait, pour toute une série de raisons historiques que je ne vais pas rappeler ici, avait évidemment été largement affaiblie. Au fond, la sécurité, c'est ce qu'il reste comme promesse politique, quand beaucoup des autres promesses politiques traditionnelles en termes de justice, d'égalité et de liberté ont été ou épuisées, ou parfois aussi, faut-il le rappeler, trahies. La demande de sécurité, elle vient dans un moment où l'État se présente à nous sous la figure d'un protecteur par rapport à un certain nombre de dangers qui affecteraient, ou de risques, pour reprendre un concept très à la mode, ou de risques par rapport auxquels nous serions exposés aujourd'hui. Je ne vais pas faire ici le catalogue des risques sur lesquels évidemment la politique se reconfigure, risques évidemment sécuritaires, délinquance, crimes, risques catastrophiques, climatiques, risques de guerre aussi bien. Il y aurait aussi d'autres éléments, peut-être on en parlera dans la discussion, sur cette manière dont on a essayé de reconfigurer l'ensemble de l'expérience autour
du risque et du caractère néolibéral de cette reconfiguration. Mais je voudrais d'emblée régler un sort à une formule qui, je dois le dire, c'est l'occasion parfois de faire des catharsis quand on a des exposés publics, une formule qui a le propre de m'agacer. Formule consistant à dire, premièrement, ou bien, il y a deux versions de cette formule, ou bien la sécurité est la première des libertés, ou autre formule, peut-être plus agaçante pour moi, parce qu'en plus elle est littéralement, on va le voir, fausse, la sécurité est le premier des droits de l'homme. Alors la sécurité est la première des libertés, ou la sécurité est le premier des droits de l'homme. Évidemment, tout dépend du sens que l'on met ici au terme premier, ou à la primauté. Dans le sens qui est sous-jacent, évidemment, la sécurité est la première des libertés, ou la sécurité est le premier des droits de l'homme, au sens où il n'y aurait pas, quoi que ce soit une discussion qui doive être faite, et peut-être on l'amènera aussi après cette conférence, n'aurait pas de sens à être libre ou à respecter le droit une fois mort. La vie apparaît, la vie au sens biologique, la conservation de soi, apparaît de manière évidente, mais peut-être selon une fausse évidence, comme une condition sous laquelle, évidemment, des principes de liberté, de justice ou d'égalité peuvent être défendus. Mais ça, c'est la raison, je dirais, à laquelle il est difficile de répondre. Il est difficile de répondre négativement, je veux dire, il est vrai que pour être libre, il faut être en vie. Je voudrais simplement en venir à ce qui est affirmé quand on dit que la sécurité est le premier des droits de l'homme, du point de vue, je dirais, de ce que sont simplement les droits de l'homme. Est-ce si sûr, et surtout, puisque c'est à cela aussi que sert la philosophie, qu'entend-on ici par sécurité ? Quelle est la définition que l'on donne à cette notion ? Or, on peut lire les déclarations des droits de l'homme, et je me suis astreint à les lire toutes, celle des États-Unis, la première, donc, celle de 1789 et celle aussi bien de l'ONU en 1948, on ne trouvera pas dans la Déclaration des droits de l'homme le terme de sécurité. On y trouve en revanche un autre concept qui est le concept de sûreté. Je lis l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, à tout seigneur, tout honneur, la Déclaration française, donc. Je lis l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Dans l'article 3, cette fois-ci non pas de la Déclaration française des droits de l'homme, mais de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, je lis « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Alors, la question qui se pose est de savoir si ceux qui ont écrit à des périodes dans leur vie différentes et dans des contextes idéologiques distincts les déclarations des droits de l'homme, au nom desquelles précisément on prétend que la sécurité constitue le premier d'entre eux, c'est-à-dire celui autour duquel il faudrait tout reconfigurer, la question est de savoir si la sûreté et coïncide avec ce que nous appelons, nous, sécurité. Alors, ce que nous appelons, je ne crois pas les trahir en disant que ceux qui, souvent du côté gouvernemental, étatique, disent que la sécurité est le premier des droits de l'homme, ce qu'ils entendent par sécurité, c'est la sécurité de l'individu confronté à d'autres individus, c'est-à-dire à d'autres groupes de la société. On se situe donc ici à l'intérieur de conflits qui peuvent prendre la figure de la violence, qui ont lieu à l'intérieur de la société. Conflits, je répète, entre des individus et d'éventuels délinquants, d'éventuels criminels ou, s'ils sont en groupe, de groupes criminels de type terroriste sur lequel je parlerai dans un instant. La sécurité, donc, dans cette logique-là, si elle devait être le premier des droits de l'homme, signifierait que l'État doit venir garantir pour la société elle-même, pour les membres de la société que nous sommes, la sécurité par rapport à d'autres individus ou d'autres groupes qui viendraient ou qui émaneraient de la société, qui représenteraient pour lui un danger. Alors, ce concept de sécurité existe, évidemment, puisqu'il renvoie à une réalité.
Je ne nie évidemment pas que l'État doive intervenir pour en garantir l'effectivité, c'est-à-dire simplement le fait qu'ici, par exemple, puisque nous sommes réunis autour dans une relation sociale, il y a une nécessité à ce que cette relation ne dégénère pas sous la forme de violence et que, en dernière instance, on en parlera, je crois, enfin vous en parlerez tout à l'heure, c'est l'État, comme on le dit souvent, de manière aussi qu'il faudrait définir, mais je n'insiste pas, qui a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire seul l'État peut intervenir pour garantir que cela ne dégénère pas dans l'État social. Est-ce que c'est cela que les penseurs des droits de l'homme avaient en tête lorsqu'ils parlaient de sûreté? En réalité, non, parce que quand on adopte ce modèle, c'est-à-dire, je répète, l'insécurité viendrait de la société et s'appliquerait à d'autres membres de la société et serait donc garantie, enfin la sécurité, pardon, serait négativement garantie par l'État, eh bien l'État apparaît automatiquement comme un garant extérieur de la sécurité. Or, lorsque les gens qui ont écrit les droits de l'homme à des périodes, je répète, différentes, ont parlé de la sûreté nécessaire de l'individu comme d'un droit de l'homme, ils n'ont pas pensé, en tout cas pas d'abord, au rapport entre les membres de la société, mais au rapport entre l'État et les individus dans la société. La sûreté, c'est très exactement la sécurité de l'individu face aux tentations de l'État de venir, en quelque sorte, la nier ou la limiter. Autrement dit, les gens qui ont écrit les droits de l'homme, et on comprend très bien pourquoi, au moins au XVIIIe siècle, avaient en tête d'abord que, potentiellement, je dirais, l'État constitue, du fait même que c'était un pouvoir absolu, monarchique à cette époque-là, et comme le dirait Montesquieu, que je vais citer dans un instant, le pouvoir absolu se corrompt absolument, ou veut déborder absolument sa limitation, eh bien, l'individu était en danger aussi face à un État qui tend à limiter sa sécurité, sa liberté, et parfois même sa survie. Je citerai de ce point de vue-là, donc, Montesquieu qui écrivait, donc c'est au XVIIIe siècle, avant la première déclaration des droits de l'homme en France en 1789, mais l'ayant largement inspiré avec Rousseau. Montesquieu écrit dans l'Esprit des lois, la liberté politique dans un citoyen, comment la définir? C'est, je cite, cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Qu'est-ce que c'est que la liberté politique pour Montesquieu, c'est-à-dire un penseur qu'on qualifierait aujourd'hui de libéral, au sens classique du terme, pas néolibéral, mais libéral. La liberté politique, c'est d'abord la liberté d'aller et de venir, c'est d'abord la liberté de s'exprimer, c'est d'abord la liberté de faire paraître un certain nombre de revendications ou de droits, en tant que toutes ces libertés sont garanties par l'État, c'est-à-dire pas seulement garanties par l'État, mais aussi garanties potentiellement contre lui. C'est-à-dire garantie contre sa tentation de représenter pour l'individu une menace destinée éventuellement à le faire taire. Donc même si on en reste, comme j'introduis un certain, on m'a demandé gentiment d'introduire à des problématiques qui seront développées, j'en reste à une conception en quelque sorte purement libérale, classiquement libérale, on ne va pas tout de suite dans les grands orgues du gauchisme, je dirais, une conception libérale, même pour un libéral, le principal adversaire, en tout cas l'adversaire traditionnel, de la sûreté de l'individu, c'est toute puissance organisée de type étatique, ou, alors aujourd'hui, peut-être faudrait-il, mais il n'y a peut-être plus beaucoup de libéraux, c'est une espèce en voie de disparition de libéraux authentiques, ou des organisations privées du type GAFAM, mais qui auraient une telle surpuissance par rapport à l'individu qu'il faudrait limiter nécessairement leur tentation d'attenter à notre sûreté, au sens propre du terme, qui, je le répète, ne s'identifie pas à ce que nous entendons par sécurité, c'est-à-dire au fond à notre indépendance par rapport à des puissances organisées et établies. Donc, le premier des droits de l'homme, à supposer que ce soit le premier, ce n'est pas la sécurité, mais c'est la sûreté, c'est-à-dire une garantie juridique contre les arrestations, les peines arbitraires, les intimidations, dont, par définition, l'origine est le plus souvent étatique, puisque c'est l'État qui concentre entre ses mains la plupart, ou l'usage même légitime de la violence. Il y avait, dans le libéralisme originaire, on dit souvent qu'il n'y a plus de gauche en France, mais il n'y a plus de libéraux non plus, en fait. Dans le libéralisme originaire, une forme de méfiance minimale à l'égard de l'État comme d'une institution qui a tendance,
C'est dans sa nature, ce n'est même pas d'ailleurs lui faire injure que de le dire, c'est simplement dans sa définition d'outrepasser ses droits, ou en tous les cas ses prérogatives, pour garantir la sécurité. Car le problème, ce n'est pas simplement d'utiliser des nuances de philosophes, ou historiquement, j'espère l'avoir montré, fondées entre sécurité et sûreté, par exemple, c'est de comprendre qu'on peut parfois, et cela est arrivé encore en France il n'y a pas si longtemps, parfois trahir ou abandonner la sûreté au nom de la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, entendue cette fois-ci comme le calme social, peut devenir un principe de justification, de remise en cause de la sûreté, c'est-à-dire des droits qu'a l'individu de se rendre au fond méconnaissable, non identifiable, non repérable, non contrôlable par l'État. Et quand j'ai dit que c'est arrivé récemment, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans la plupart des démocraties occidentales, c'est à la faveur de la série d'états d'exception, j'en parlais tout à l'heure, ou d'états d'urgence qui ont été adoptés, soit à l'occasion de crise terroriste, soit à l'occasion aussi de la crise sanitaire. Mon propos n'est pas ici d'entrer dans le détail de ces mesures, mais de remarquer qu'elles prennent toutes une figure de remise en cause d'un certain nombre des principes de sûreté relatifs de l'individu, c'est-à-dire de droit à dire non à l'autorité étatique ou institutionnelle ou juridique ou policière, au nom d'une situation dans laquelle la sécurité, c'est-à-dire la sécurité publique cette fois-ci, devient un impératif absolu. Alors le problème des états d'exception ou des états d'urgence, c'est qu'ils ont tendance à durer. Ils sont évidemment, ils appartiennent de plein droit, si je puis dire, au régime du droit constitutionnel en France, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour des périodes déterminées des moments, et la Constitution française, on serait inspiré d'y réfléchir à l'occasion de prochaines élections peut-être, la Constitution française, celle de la Ve République, est particulièrement, je dirais, nourrie en termes de mesures d'exception. Et on l'a pu le remarquer au cours des dernières années à la faveur aussi d'un gouvernement qui gouverne sans avoir de majorité parlementaire et qui donc on a découvert, enfin moi en tout cas on a tous suivi un cours de droit constitutionnel accéléré à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites avec le fameux 49.3 mais aussi le 47.1, toute une série d'articles qui permettent au gouvernement, donc par conséquent à l'État, de prendre des mesures sans disposer nécessairement d'abord, d'une part, de l'adhésion de la majorité de la population, mais a fortiori, je dirais même ici, de l'adhésion d'une majorité parlementaire. Il nous reste l'article 16, comme article d'exception fondamentale dans la Constitution de la Ve République, qui donne tout pouvoir au président de la République pour une période déterminée, tout pouvoir. Celui-là n'a pas encore été utilisé. On touche du bois. Alors, dans ces situations, les individus sont invités, la société elle-même, dans les situations d'exception liées, je vais prendre l'exemple du terrorisme dans un instant, les individus sont invités, même je dirais invités avec une certaine forme de diligence, à faire corps autour de l'État. Bon. En tant que ces états d'urgence ou ces états d'exception sont temporaires, certainement, on peut l'admettre, mais nous savons d'expérience qu'ils ont tendance soit à se prolonger, soit ce qui s'est fait aussi en France d'ailleurs, et pas seulement en France, soit à être introduits dans le droit commun. Les mesures de l'état d'exception ont été introduites à l'occasion en particulier de la crise du Covid dans un certain nombre d'entre elles du droit commun. Alors pourquoi, puisque la tâche de la philosophie, c'est pas seulement de juger, c'est essayer de comprendre, à quelle occasion, qu'est-ce qui fait plus exactement que dans ces crises de sécurité, ces crises sécuritaires, eh bien, la société soit non seulement amenée, mais parfois volontaire dans sa majorité, la majorité de ses membres, je veux dire, à faire corps devant l'État. Pour le comprendre, je crois qu'il faut réfléchir à ce qui a évidemment été ou constitue une partie importante dans notre présent politique, compte tenu du passé que nous avons récent en la matière, à la relation, ou plutôt à l'exception que crée la situation terroriste. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque terroriste ? Un groupe terroriste, c'est un groupe qui, je définis là de manière générale et structurelle un peu, je ne parle pas du djihadisme spécifiquement, c'est un groupe qui est dans une relation d'asymétrie vis-à-vis d'un État, il n'a pas la puissance de détruire cet État, il n'en a pas la capacité, heureusement d'ailleurs, mais qui néanmoins veut agir
sur cet État. Sa cible, si je puis dire, première, sa cible directe, c'est l'État. Mais comme il n'a pas la possibilité d'une confrontation directe avec un État, il n'a pas d'armée, ni d'armes suffisamment sophistiquées, ni de police, etc., alors la relation terroriste est une relation, si j'ose dire, triangulaire. Le terrorisme s'attaque à la société. Il s'attaque à la société, soit à la société para-étatique dans le terrorisme traditionnel, si j'ose dire, traditionnel, c'est-à-dire celui qui s'attaquait à des figures de l'État, Aldo Moro, ou à des figures de la société civile, l'enlèvement et le meurtre, je crois, ou en tout cas l'enlèvement de Georges Besse, le patronat, Ou alors, dans le cas du terrorisme de masse, qui nous concerne aujourd'hui plus directement, il s'en prend directement à des civils. Parce que, je répète, c'est l'arme du faible, d'une certaine manière, et du lâche, de ce point de vue-là aussi, puisqu'il attaque des civils ne pouvant pas attaquer directement, n'ayant pas les moyens d'attaquer directement l'État. Mais évidemment, l'espérance qu'il place dans cette relation triangulaire consiste à affecter l'État, à affaiblir l'État en détruisant ou en tuant, même littéralement, un certain nombre d'individus pris dans la société. Alors, de ce point de vue-là, et nous l'avons tous vécu, à partir du moment où il y a un attentat, comme on le dit sur notre sol, un attentat contre nous, c'est-à-dire contre des civils, on l'a vu au moment du Bataclan, et des meurtres qui ont été liés à cet attentat-là, il y a un réflexe parfaitement naturel, de ce point de vue-là, je dirais indiscutable, d'adhésion de la société, puisque c'est elle qui a attaqué, les civils indistinctement et de manière anonyme, donc n'importe lequel d'entre nous, d'adhésion de la société, la plupart des membres de la société du moins, à l'État. D'où effectivement, et de manière, là je le répète encore une fois parfaitement naturelle, de soutien à l'État, aux forces de l'ordre, c'est-à-dire précisément à l'instance qui est censée, et qui parfois le fait, nous protéger contre ces atteintes. Évidemment, il est indiscutable, ou il n'y a pas, de mon point de vue du moins, à discuter ce moment d'adhésion dans la mesure où, je répète, toute la stratégie terroriste consistant par défaut de puissance à attaquer les civils ont tout naturellement tendance à s'adresser à leur État comme à un rempart face à la menace qui pèse sur eux. C'est à la mesure de ce genre de situation d'exception, c'est-à-dire, très littéralement, ce que Hegel, rappelez-vous, on oublie que quand on se promène tranquillement dans la nuit, on le doit à l'État. Précisément, le terrorisme est là puisque le terrorisme, c'est une bombe, une destruction, un meurtre, un crime qui apparaît dans le monde commun, qui n'est annoncé par rien, par aucune menace, par aucune forme de déclaration de guerre ou d'hostilité. Donc, au fond, cette banalité sécuritaire que j'évoquais au sens de la banalité de se promener dans la rue devient problématique et crée évidemment toute une série de peurs. Il est tout à fait, je répète, naturel de ce point de vue-là de se rappeler, comme le dirait Hegel, que c'est bien la politique qui garantit ça, donc de se tourner vers l'État comme une garantie de cette sécurité minimale. En revanche, la question qui se pose est de savoir s'il faut conserver à l'esprit en permanence, et aussi par conséquent conserver dans les dispositifs législatifs en permanence, cette tentation de nous reporter à l'État, de nous identifier à lui comme à notre seule instance de résistance ou de combat contre la menace qui nous affecte. Un premier doute là-dessus, ou un premier doute sur le fait qu'il faille rester nécessairement, que la société doit faire corps de manière longue et pas seulement provisoire avec son État, c'est que finalement c'est ce que cherchent les terroristes. Puisque leur acte est profondément injuste à la mesure qu'ils identifient n'importe quel civil avec un combattant. Ils identifient n'importe quel membre de la société avec un représentant d'un État, cet État auquel ils ont des reproches légitimes ou illégitimes à adresser. Autrement dit, ils font de nous tous indistinctement des soldats d'une cause qui peut être juste, qui peut être injuste, je n'en discute pas ici, ça dépend évidemment des situations, mais dans tous les cas de figure, ils misent, et c'est bien dans leur logique, je vais y venir pour terminer, totalitaire, ils misent sur l'idée que l'État et la société font un tout. Alors, de ce point de vue-là, leur donner le point, si j'ose dire, c'est-à-dire leur accorder que nous sommes tous et indistinctement solidaires, non seulement solidaires, mais je dirais actifs dans les politiques qui sont menées par des États, est déjà une manière, en quelque sorte, de capituler devant leurs propres exigences.
Deuxièmement, et si on y réfléchit maintenant du point de vue de nous-mêmes, de membres de la société, si je puis dire, et pas simplement ici membres de l'État, comme sujet libre et pas seulement comme citoyen avec des devoirs, la question est de savoir si cette solidarité de fait que nous entretenons avec l'État dès lors que nous sommes attaqués doit se transformer insensiblement en solidarité de droit, c'est-à-dire en acceptation inconditionnelle de toutes les mesures de sécurité ou sécuritaires qui vont être prises dans une durée plus ou moins définie pour nous préserver de notre ennemi. Et là, cela pose... J'ai 45 minutes, c'est ça, donc j'en ai 3 en fait, c'est ça. Ça pose une question évidemment qui relève, et sur laquelle je vais conclure, qui relève du statut de la démocratie. C'est-à-dire de ce que la démocratie fait au rapport entre société et État. L'idée que la société et l'État doivent fusionner dans les mêmes intérêts, les mêmes devoirs, les mêmes exigences et la même obéissance est une idée qui est profondément étrangère à la logique démocratique elle-même. Ici, je me référerai à un philosophe contemporain qui me paraît être un des rares philosophes à avoir vraiment pensé la démocratie comme telle. Je dis bien la démocratie, pas la république, pas l'état de droit, qui sont des concepts distincts, pas opposés, mais distincts. Ce philosophe, c'est Claude Lefort. Les philosophes démocrates, dans le sens que je vais indiquer, ça se compte sur les doigts d'une main dans l'histoire de la philosophie. La philosophie est, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, fondamentalement hostile dans son histoire à la démocratie. Bon, on peut le résumer, c'est parce que la démocratie, au fond, c'est pas tellement le pouvoir de tous, c'est plutôt le pouvoir de n'importe qui. Enfin, c'est pas seulement le pouvoir de tous, je dirais. C'est le pouvoir de n'importe qui. C'est ce qu'explique d'ailleurs aussi Claude Lefort. Et ça, le pouvoir de n'importe qui, cette forme d'égalité politique-là, elle n'est pas facile à accepter pour des philosophes qui ont tendance à penser que le savoir vaut mieux que l'opinion, que la connaissance est préférable aux simples avis, voire que leur propre corporation a une valeur, je dirais, intellectuelle et morale supérieure à celle des autres. Cela dit, ce n'est pas les philosophes qui remettent en majorité aujourd'hui en cause la démocratie dans ce sens-là, ce serait peut-être aussi bien les experts, à certaines conceptions technocratiques du savoir ou du pouvoir, c'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'au fond doivent gouverner ceux qui savent. Bien. Alors, dire que la démocratie c'est le pouvoir de n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre à gouverner, comme dirait un autre philosophe contemporain, Jacques Rancière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'avancer sur la scène et dire « moi je sais » ou « moi je suis en mesure d'incarner la pleine légitimité du pouvoir », qu'est-ce que cela implique du point de vue de notre problème ? Ça implique que la société soit traversée fondamentalement dans une démocratie par la division sociale. Qu'une société, précisément, d'où le caractère peut-être équivoque de cette formule « vivre ensemble », c'est une société démocratique, c'est une société dans laquelle les idées, les avis, mais aussi les intérêts des membres de cette société ne coïncident pas miraculeusement dans les mêmes attentes. Autrement dit, qu'est-ce qu'une démocratie ? Au sens fort du terme, c'est la reconnaissance de la légitimité de la division sociale. C'est le fait que l'État soit contraint, et ce n'est pas dans sa nature, qu'un État soit contraint de reconnaître la division au cœur de la société, division des intérêts, division des croyances, division des idées et des convictions. Alors, pour reconnaître cette division, évidemment, il faut renoncer à l'idée que cette société soit une espèce de corps figé qui constitue en quelque sorte une unité sur laquelle l'État pourrait toujours compter pour réarmer ou remobiliser, pour prendre des formules à la mode, nos vigilances. Ce qui me paraît, et je termine là-dessus, ce qui me paraît évidemment extrêmement équivoque dans cette manière de faire de la sécurité le principe même d'une politique sociale ou d'une politique tout court d'ailleurs, c'est que la sécurité évidemment est un concept extrêmement entraînant. Au fond, qui voudrait ne pas être en sécurité et comment ne pas être tenté de retraduire l'intégralité de nos exigences en matière politique avec le concept de sécurité. On peut vouloir la sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la sécurité de nos corps par rapport à des exigences administratives de police. Mais en réalité, cette redéfinition, cette reconfiguration de la politique autour du concept de sécurité a ce démérite, j'espère en avoir donné des éléments, de
considérer ou de suggérer, en tous les cas, que nous serions tous définis par un même intérêt et qu'au fond, à la fois l'État en serait la garantie nécessaire et qu'il y ait des moments d'insécurité, il est fort à parier que le contexte actuel fasse qu'il se multiplie encore à l'avenir, des moments d'insécurité généralisée, voire de risques de guerre, voire des risques de guerre civile, où le dissensus, le débat, l'opposition même entre le légitime et l'illégitime, apparaissent suspects par rapport à l'identité à laquelle nous serions tenus en raison de l'exigence de sécurité. Autrement dit, et pour finir à ce que disait Stefan Zweig, même si l'on admet que nous ne vivons plus et que nous avons pour toujours quitté ce monde de la sécurité, même si nous ne reviendrons pas, et ça n'aurait pas beaucoup de sens effectivement de le souhaiter et a fortiori d'essayer de l'instaurer, nous ne reviendrons pas aux espérances d'avant les grandes guerres généralisées ou d'avant le terrorisme de masse. Néanmoins, il faudrait peut-être réinvestir, et précisément parce que nous sommes dans des situations qui, sur bien des points, sont des situations d'urgence, réinvestir cette idée que la sécurité est le préalable de la démocratie, mais en aucune manière sa finalité. Autrement dit, que les choses commencent non pas lorsque ou afin que nous soyons mis en sécurité, mais lorsque cette garantie nous est donnée pour pouvoir espérer penser la politique comme une émancipation et pas seulement comme une tranquillisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.